Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat et place ce matin à une table ronde consacrée à la gratuité des transports collectifs qui se tient dans le cadre de la mission d'information sur ce sujet. Une mission d'information qui est présidée par la sénatrice UC, Michèle Vullien, et qui a pour rapporteur le sénateur écologiste mais membre du groupe communiste Guillaume Gontard. Les sénateurs en effet s'interrogent, s'agit-il d'une fausse bonne idée ou s'agit-il au contraire d'une véritable révolution écologique et sociale dans les mobilités? Alors que nous disent les comparaisons internationales, notamment en Europe? Sachez que Tallinn, en Estonie, est la première capitale européenne à avoir choisi de rendre tous ces transports collectifs gratuits. Cela à l'issue d'un référendum qui s'est tenu en 2013. Pour la capitale estonienne, c'est une très bonne expérience qui a contribué à améliorer l'attractivité de la ville, mais aussi de ses transports et qui n'a pas posé de problème majeur en termes de financement. En effet, sachez que la billetterie n'apporte qu'une part congrue du financement pour les transports collectifs en Europe. L'essentiel est apporté par des subventions. Donc ce modèle n'a pas été bouleversé par cette expérience. En revanche, Bologne, en Italie, qui était pourtant pionnière en la matière, a choisi d'abandonner la gratuité après plusieurs années d'expérimentation. Enfin, sachez que le Luxembourg s'apprête à rendre gratuit ses transports publics en 2020. Alors comment se prépare le Grand-Duché? Réponse avec cette table ronde qui s'est tenue la semaine dernière au Sénat. Qu'existe-t-il une volonté politique ou une demande sociétale en faveur de la gratuité intégrale des transports? Mais vous nous direz peut-être que pour certains d'entre vous, ce sont des gratuités partielles ou à certains moments. Ce qui pose d'ailleurs la question de financement des transports publics en général et leur gratuité en particulier, c'est comment on les finance, puisque la gratuité par nature, ça n'est pas gratuit, c'est quelqu'un d'autre qui paye. Donc, quelles sont les recettes innovantes que vous pourriez nous donner? Ça, on est preneur des financements innovants par rapport à ce qui constitue la principale ressource du financement de nos réseaux en France, c'est-à-dire, comme je vous l'indiquais, le versement transport, mais aussi l'abondement des collectivités. Et qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme exemple dans chacun de vos pays? Alors, sans vouloir anticiper, bien sûr, sur les questions que va poser notre rapporteur Guillaume Gontard. Donc, Guillaume Gontard est rapporteur de cette mission, puisque la mission a été demandée par son groupe, qui est le groupe CRCE. Il en est donc le rapporteur. Il vous posera les premières questions. Et bien sûr, l'ensemble des collègues qui sont là et que je remercie pourront eux aussi vous poser des questions. Et alors, on comprendra aussi peut-être pourquoi, et vous nous donnerez sans doute des embryons d'explications, voire des explications plus complètes, qui ont conduit, par exemple, certaines villes qui avaient dit « allez, on mise sur la gratuité », à renoncer à cette gratuité. C'est le cas, par exemple, de Bologne, qui avait été une ville pionnière en la matière. Alors là, qu'est-ce qu'on pourra dire sur la question? Donc maintenant, je vais passer la parole à chacun d'entre vous pour, en gros, une dizaine de minutes. Je vous précise que cette table ronde, mais vous le voyez, on est sous l'œil vigilant d'une caméra, donc c'est retranscrit en direct sur le site internet du Sénat. Et bien sûr, ce sera consultable en vidéo à la demande, vous pourrez vous revoir. Donc, Monsieur Alakula, vous avez tout de suite la parole et on est tout oui, on est heureux de vous accueillir. Merci à vous. À vous, monsieur. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier et d'exprimer ma reconnaissance pour le fait d'avoir inclus la gratuité des transports dans cette audition. Lorsque nous avons commencé à Tallinn il y a une dizaine d'années, c'était non, un peu moins, mais c'était en janvier 2013, nous étions quasiment seuls dans la Ligue des villes de moyenne taille et on nous aidait, oh, ça peut réussir dans les plus petites villes et comme d'ailleurs vous l'avez dit en France, plusieurs dizaines de petites villes, mais dans d'autres pays aussi, mais pas dans les villes de la taille de Tallinn. On nous avait dit ça ne peut pas réussir dans une ville de quelques 400 000 habitants. Et notre expérience confirme que, en fait, cela peut marcher. Et nous voyons
avec plaisir. L'expérience de Tallinn a réussi à convaincre des villes toujours plus grandes. Tout d'abord en France, outre Aubagne, il y a Dunkerque maintenant et à Niort, qui sont des villes à peu près de la taille similaire à Tallinn, ou se rapprochant. Et nous reconnaissons aussi l'arrivée de la ville et l'État de Luxembourg dans le club des villes de gratuité et des transports. Et qui, d'ailleurs, le mois prochain, va prendre le drapeau de la capitale de la gratuité des transports, en prenant la succession de Tallinn. Et la réussite de Tallinn, ça a été aussi reproduit à l'interne en Estonie, a mis la pression sur le gouvernement national qui, l'année dernière, a étendu la gratuité des transports dans la plupart des comtés. Donc, la plupart des comtés, 11 sur 15 comtés, ce que nous appelons les bus ruraux, qui était un réseau de bus subventionnés par l'État, est devenu gratuit pour tout le monde. Et donc, les implications que nous avons vues sont non seulement internationales, mais aussi nationales, en interne chez nous. Alors, vous pouvez être certaine que cela ne se serait pas passé s'il n'y avait pas eu un très large soutien public envers cette politique. Et maintenant, dans votre introduction, vous avez parlé quelles sont les sources innovantes de financement. Pour Tallinn, c'était quelque chose qu'on ne pourra pas reproduire ailleurs nécessairement, mais a été quand même reproduit à des échelles différentes avec des systèmes de taxation similaires. Les municipalités se trouvent en concurrence pour les impôts et notre budget principal est fait à partir de l'impôt sur le revenu directement, qui en Estonie est fait qui n'est pas lié en fait à l'emploi mais au lieu de résidence. Et donc les municipalités chez nous se battent. Il y a une forte concurrence entre les municipalités pour attirer les gens à venir résider dans leur municipalité, dans ce territoire. Et avec ce service gratuit, cette gratuité des transports a augmenté le nombre de résidents à Tallinn et attirant de véritables résidents qui ont choisi de vivre chez nous. Il y a toujours certaines personnes qui vivent à Tallinn, mais qui ne sont pas motivés pour s'enregistrer comme contribuables à Tallinn. Et ils peuvent être inscrits ailleurs grâce à leurs taxes immobilières et d'autres. Mais le transport public gratuit de Tallinn a été payé par le surplus de ce flux de contribuables supplémentaires. Et donc, nous avons pu passer de 416 000 habitants, on est arrivé à 450 000 habitants. C'est une estimation plutôt conservatrice qui nous dit que le coût direct pour les résidents de la gratuité des transports, qui a été la perte des revenus provenant de la vente des billets, a été compensé au moins au double par l'arrivée de nouveaux contribuables. Et c'est cela qui donc a financé la gratuité des transports. Alors bien sûr, ce modèle ne peut pas se reproduire ailleurs, comme je l'ai déjà dit, mais il y a différents tarifs et différents modèles qui ont été introduits et inspirés ailleurs et inspirés par ce qui s'est fait à Tallinn et dans des lieux où il y a un système d'imposition similaire. Sur un plan national, la base est similaire. Ce que je n'ai pas encore dit, c'est que
Le transport public, dans la plupart des cas que je connais en Europe, ont été introduits dans un contexte où les subventions publiques aux services dépassent largement la moitié du budget, ce qui est le cas en Europe continentale quasiment partout. Au moins, et d'ailleurs c'est même une sous-estimation de dire plus de la moitié. Si on considère tous les investissements, les subventions d'État, régionales et d'autres, c'est en général près de 70% de la couverture des frais. À la ville de Tallinn, c'était 75% et dans les zones rurales, c'était un peu différent en fonction du comté, mais en moyenne, c'était plus de 80% de subventions. Et donc, lorsque nous avons augmenté la subvention de 80 à 100% dans la plupart des comtés, sur un plan fiscal, ce n'était pas vraiment une révolution. Sur un plan fiscal, c'était juste un petit rajout, on a capé ça un peu plus, voilà. Et donc, c'était la précondition fondamentale pour notre gouvernement national et régional, pour considérer déjà qu'il y a de très fortes proportions de subventions. À d'autres occasions, la décision a été un peu plus simple parce que nous n'avons que 2 niveaux de gouvernement, ce qui n'est donc pas comparable aux différentes couches superposées dans un pays comme la France, où est le régional, le municipal, le national, etc. Et où le financement est forcément plus complexe. Plus nous n'avons pas de taxes sur les transports en commun, par exemple. Voilà. Voilà, je pense que cela devrait suffire en guise d'introduction, mais je serais ravi de répondre à des questions éventuelles. Merci beaucoup pour ce premier jet d'informations. Donc on a bien compris qu'en fait déjà, c'était subventionné, les transports avant la gratuité étaient fortement subventionnés par les finances publiques. Hein, donc c'était juste un petit delta qui est venu après. 5%. Voilà. Je vais passer la parole à votre voisine. Donc, Madame Pronello. Non, c'est vous. Donc vous êtes Madame Peggy Franzen. Veuillez m'excuser. Donc vous représentez le Luxembourg là. C'est ça, parmi nous. Oui. Merci. Je suis peut-être moins spécialiste en la matière que mes voisins, mais j'ai reçu quelques informations de mes collègues du ministère des Transports à Luxembourg et j'espère pouvoir vous fournir suffisamment d'informations avec cela. Comme vous le savez, la gratuité n'est pas encore en cours à Luxembourg. Elle démarrera le 1er mars 2020, donc l'année prochaine, et ça découle du programme de coalition de notre gouvernement qui est formé par 3 partis, le Parti démocrate, le Parti socialiste et les Verts, qui étaient d'accord tous les 3 à introduire cette gratuité dans les transports publics du Luxembourg. Le ministre Bausch, qui est en charge des transports à Luxembourg, il a présenté janvier dernier, lors d'une conférence de presse officiellement, cette mesure. Et pour lui, c'est clairement une mesure sociale. Il parle d'une cerise sociale sur un gâteau, d'une stratégie globale pour une offensive multimodale. Comme c'est social, c'est financé aussi par le budget de l'État, donc par la fiscalité, par les impôts de ceux qui gagnent plus, comme ceux qui ont des revenus faibles, ils ne payent pas beaucoup d'impôts, donc ils ont un certain avantage à travers la gratuité des transports. Il y a une redistribution donc par la fiscalité à travers le budget de l'État.
Il faut peut-être dire qu'au Luxembourg, les transports publics, ça c'est majoritairement les CAVL, le chemin de fer luxembourgeois. Il appartient à 94% à l'État luxembourgeois. À 2%, je crois, des actions sont à l'État français et 4% à l'État belge. Donc c'est entièrement public. On a eu une dérogation au Luxembourg parce que notre marché, il est tellement petit que c'est vraiment difficile, voire impossible de l'ouvrir à la concurrence. Donc notre système de transport n'est pas privatisé, mais en grande partie, majeure partie, il est public. Et donc c'est aussi il est financé aussi en grande partie par le train, oui, c'est aussi les CAVL qui gèrent pour l'État, à travers un contrat de service, gèrent à la fois le chemin de fer et aussi le principal réseau de bus qui traverse le Luxembourg. Il y a aussi des communes qui ont des services de bus, ça peut être privé, pas nécessairement. Au sud, il y a aussi un bus qui est financé par des communes qui participent aussi à la gratuité. Mais le principal réseau, il est géré aussi par la CAVL, par l'État. Voilà, oui. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à savoir, je pense, dans ce cadre. Ça coûtera, un chiffre peut-être utile à mentionner, 41 millions d'euros par an supplémentaires à l'État, la gratuité, ce qui était jadis payé par des billets de train ou billets de bus, abonnement, sera donc compensé à travers l'État luxembourgeois par les impôts. Dans le train, les billets de première classe, ils vont subsister. Donc c'est toujours un moyen par lequel on pourra récolter de l'argent. C'est pour les personnes les mieux aisées qui veulent peut-être travailler tranquillement dans le train. Ils pourront toujours avoir une place en première classe, mais c'est payante. Voilà, oui. Donc c'est que la deuxième classe dans le train qui est gratuite. Dans le bus et dans le tram, il n'y a pas de classe et il n'y aura pas de classe. Les classes ne seront pas introduites non plus, donc ça c'est gratuit, entièrement gratuit, disons. Et la gratuité, elle concerne tant les résidents luxembourgeois que les transfrontaliers. Vous savez peut-être qu'au Luxembourg, on a 600 000 habitants et tous les jours, 200 000 transfrontaliers se déplacent à Luxembourg, de France, de Belgique et d'Allemagne pour travailler, des navetteurs pour travailler au Luxembourg. Donc ils viennent le matin, souvent en voiture, enfin en train, bus. Et ils rentrent aussi le soir à nouveau. Donc le trajet qu'ils font à Luxembourg, il sera aussi gratuit. Enfin, il y a des négociations en cours entre notre CAVL et les compagnies des pays voisins pour réduire leur abonnement parce qu'il contient tant le trajet à l'étranger qu'au Luxembourg. Donc il y a des négociations en cours pour adapter aussi vers le bas le tarif de ces abonnements. Et on a d'autres services, notamment les parcs relais ou les vélos en ville ou des consoles, qu'on appelle ça, pour des chargeurs de véhicules électriques qu'on peut utiliser grâce à une carte d'abonnement. Et celle-là, elle va également subsister. Donc c'est une ressource aussi qu'on ne va pas perdre, mais qui donne d'autres avantages en plus de la circulation par transport public à Luxembourg. Bon, c'est certainement cette mesure de gratuité. Notre ministre l'a introduite aussi pour rendre plus attractifs les transports publics. Il sait qu'il est bien conscient que cette mesure ne va pas amener tout le monde d'un jour à l'autre à utiliser les transports publics, mais que ça
rendra peut-être ce transport plus convivial, plus simple. Les gens peuvent décider spontanément de prendre un bus ou un train pour un trajet, peut-être pour ce qu'ils n'auraient pas fait sans cette gratuité. Mais à côté de la gratuité, il faut bien évidemment beaucoup d'autres choses aussi pour rendre le transport plus attractif. Et depuis une dizaine d'années, si pas plus, déjà beaucoup de travaux ont été entrepris dans le secteur des transports publics. De 2018, pour parler d'une période actuellement en cours, à 2023, 2,2 milliards d'euros ont été investis dans l'amélioration du chemin de fer, des infrastructures, de la modernisation des rails, des trains, des automotrices. Donc il y a beaucoup de travaux en cours qui devraient permettre de rendre le transport public plus ponctuel, plus attirant, plus prévisible pour les utilisateurs. Il y a aussi 400 000 euros sont investis dans la refondation du système de bus dans le réseau. Donc tout le réseau de bus, il sera revu et amélioré, adapté à la situation actuelle. Donc dans le futur, on essaye aussi plus d'anticiper des situations futur que de réagir peut-être ou par la suite seulement à des changements de situation, de voir comment le développement va se faire dans le futur pour pouvoir le préparer, pas seulement après dans l'urgence essayer de réparer des dommages qui sont déjà survenus. Donc on a aussi, comme vous le savez probablement, investi 400 millions d'euros dans le tram qui circule à Luxembourg. Une partie existe déjà, fonctionne déjà, mais ça va continuer à se développer dans les années à venir. Donc attractivité, oui, à travers la gratuité, mais il faut bien d'autres investissements aussi pour le transport public au Luxembourg. Je crois que je m'arrête là pour cette première. Merci madame. Merci de ces éléments. Alors, monsieur Gemelin, vous allez nous parler de Lausanne. On vous écoute. Merci madame la présidente. Alors peut-être juste pour cadrer le financement des transports publics en Suisse, notamment des transports publics urbains, il n'y a pas de versement transport en Suisse. Donc l'essentiel du financement des transports publics provient des communes d'agglomération. Donc pour Lausanne, une quinzaine de communes. Dans certaines autres villes, il s'agit quasiment de services communaux, les services de transport public au même titre que les services de l'eau ou de l'électricité. Donc on n'a pas non plus de système de délégation de services publics ou de régie. Pour donner deux exemples de gratuité qui existent en Suisse, ils sont vraiment très spécifiques. Le premier concerne les touristes. C'est une volonté des milieux de la promotion. Et donc, si vous passez une nuit d'hôtel ou de camping à Genève, Lausanne, Berne, Bâle, Montreux, les transports publics sont gratuits à partir du moment où vous résidez dans un établissement public au moins une nuit, avec un système qui désormais permet de recevoir le billet par voie électronique et donc, sitôt arrivé en ville, de pouvoir bénéficier des transports publics gratuits pour aller jusqu'à l'hôtel. Et ensuite, les transports publics sont gratuits autant de jours qu'on a de nuits d'hôtel. Là, l'objectif, c'était véritablement d'indiquer aux touristes qu'ils pouvaient renoncer à la voiture pour venir sur le lieu de tourisme et donc ensuite se déplacer aisément avec les transports publics. Ça fonctionne très bien, ça connaît beaucoup de succès. Évidemment, vous l'avez rappelé en introduction, rien n'est gratuit, donc c'est financé par la taxe de séjour que payent finalement les mêmes touristes, dont une partie est consacrée au développement touristique et l'autre partie, sans qu'ils le sachent, au financement de leur carte gratuite de transport.
Le deuxième exemple, c'est plutôt un exemple lié à l'âge et qui concerne spécifiquement la ville de Lausanne. La municipalité, donc l'exécutif de la ville, a souhaité en 2009 favoriser l'usage des transports publics pour les jeunes. Donc, si vous habitez à moins d'1 kilomètre de votre école, vous êtes censé utiliser vos pieds pour vous y rendre. Il y a des systèmes qu'on appelle pédibus, qui sont des accompagnements par les parents, voilà. Et si ça dépasse 1 kilomètre, alors à ce moment, un abonnement de transport public est offert aux jeunes jusqu'à l'âge de 14 ans pour se déplacer jusqu'au lieu de l'école. Et entre 14 et 20 ans, c'est une subvention de 50% du prix de l'abonnement. Il y a un double avantage à cette formule. Le premier, c'est d'inciter les jeunes à utiliser le réseau de transport public, donc à s'approprier les règles, à connaître le réseau. Et puis le deuxième enjeu, c'est évidemment un enjeu environnemental, éviter que les parents utilisent leur voiture pour se rendre sur l'école avec le fameux cercle vicieux. Plus c'est jugé dangereux de se rendre à l'école à pied, plus les parents s'y rendent en voiture, s'y augmente la dangerosité, et ainsi de suite. C'est un système qui coûte environ 2 millions d'euros annuels et qui permet de fidéliser les jeunes tout en évitant un effet de seuil important, d'où le palier à 50%, étant donné qu'à partir de 20 ans, ils doivent ensuite payer un tarif, alors certes encore junior, jusqu'à l'âge de 26 ans où ils passent au tarif adulte. Notre chance actuelle, c'est les réseaux sociaux. Vous savez que les jeunes détestent être déconnectés. Et donc, l'utilisation des transports publics est vue comme un moyen pour les jeunes de rester en contact avec leurs amis. Et donc, un moyen des fois même plus intéressant que le vélo ou la marche à pied, étant donné qu'on peut utiliser son smartphone à l'intérieur des transports publics. Ça remplit son effet. On voit que notre clientèle au transport public lausannois s'est considérablement rajeunie. Et puis, ce sont évidemment nos clients du futur. Donc, un système très intéressant qui vient d'être mis en place également dans la ville de Fribourg, qui est un petit peu plus petite. Donc, Lausanne, c'est environ 140 000 habitants, 300 000 habitants. Avec l'agglomération Fribourg, on est en dessous des 50 000 habitants. Donc voilà pour deux exemples concrets. Vous avez mentionné en introduction, est-ce qu'il y a une volonté politique ou une volonté sociétale ? Alors la volonté politique, elle est très marquée sur des fronts idéologiques, c'est-à-dire que, pour caricaturer, ce sont souvent des formations d'extrême gauche qui proposent de rendre les transports publics gratuits. Souvent en laissant aux législatifs le soin de se débrouiller, de savoir où récupérer l'argent. Il faut savoir qu'en Suisse, on a des taux de couverture qui sont de l'ordre de 40 à 60%, donc des montants apportés par les clients qui sont considérables. Sur l'agglomération de Lausanne, ça représente plus de 90 millions de recettes annuelles. Et on a actuellement pendante au législatif cantonal une initiative qui demande la gratuité des transports publics sur l'entier du canton de Vaud. Et là, on parle d'à peu près 200 millions d'euros annuels à trouver. Alors, à trouver via soit une augmentation d'impôts, soit via une taxation des bénéfices des entreprises. C'est ce qui est proposé actuellement. Sachant que là, pour le coup, les milieux orientés plutôt à droite soulignent le danger d'une telle approche qui fait dépendre l'attractivité des transports publics que vous avez relevé en termes d'offres, de la santé économique des entreprises, avec également des risques de concurrence fiscale entre communes, voire entre cantons. Donc cette initiative est actuellement déposée auprès d'une commission et le peuple vaudois se prononcera d'ici quelques mois ou d'ici une année. Juste pour mentionner justement cette volonté sociétale, il y a d'autres référendums qui ont eu lieu ailleurs en Suisse. Vous savez qu'on
on vote sur la suppression de l'armée ou encore récemment sur est-ce qu'il faut supprimer ou pas les cornes des vaches. Donc on s'occupe bien entendu aussi de la gratuité des transports publics. Une des votations les plus emblématiques concerne la petite ville du Locle, qui se trouve dans le canton de Neuchâtel, à côté de Morteau et Besançon, dans laquelle le législatif, en fait, sans demander à personne, ni à l'exploitant, ni aux entreprises, a décidé de la gratuité des transports publics. Cette décision a été attaquée par un référendum en disant qu'elle n'avait pas de base légale suffisante. Au final, le législatif a accepté que le référendum se tienne et avec une participation de plus de 59%, la gratuité est refusée à 74%. Donc une volonté très claire de la population de ne pas mettre en péril les finances de la ville et de signaler aux autorités qu'elles feraient mieux de développer les transports publics et d'utiliser l'argent collecté par les recettes pour développer les transports publics plutôt que les rendre gratuits sans distinction justement de revenus ou de classe de population, ce qui était finalement renoncer, se tirer soi-même une balle dans le pied. On a eu un autre exemple à Genève, là aussi une initiative de l'extrême gauche en 2008, pour un coût annuel estimé entre 120 et 140 millions d'euros, avec à charge du Parlement genevois de trouver où récupérer ces recettes. Et là aussi, ça a été balayé par la population à 67%. Donc les exemples de plutôt grande taille, les arguments principaux pour le rejet sont que les montants sont trop importants, ça risque de grever les finances communales, cantonales ou les finances des entreprises et au final, on préfère investir dans les transports publics. Pour répondre à une boutade sur quelles recettes innovantes pour le financement des transports publics, j'ai envie de répondre les recettes des clients. C'est-à-dire qu'en ayant davantage d'offres, et pour reprendre l'exemple de Lausanne, on a considérablement développé l'offre et en 10 ans, on a augmenté de 50% la fréquentation, sans gratuité, sans péage urbain, sans mesures punitives, ce qui a permis de dégager plus de 40 millions annuels de recettes voyageurs supplémentaires. Et c'est ce qui permet ensuite de régulièrement augmenter l'offre et de faire qu'elle représente une réelle alternative. C'est ça qui nous inquiète aussi en tant qu'exploitants. Si on regarde l'exemple de villes françaises que vous avez évoqué, à Aubagne, à Châteauroux ou même à Dunkerque, c'est très difficile de se déplacer après 19 heures ou après 21 heures grand maximum. Donc on ne peut pas forcément dire que ça représente une alternative à la voiture. Si on ne peut pas effectuer le dernier déplacement de la journée en transport public, on va être obligé de faire tous ceux du début de la journée aussi en voiture. Donc l'impact environnemental n'est pas forcément extrêmement positif. Donc on va voir ce qui se passe sur le canton de Vaud. Il y a le même type d'initiative qui a été déposée sur le canton de Neuchâtel. Donc après plusieurs séries de votations entre 2007, 8, 10 et ça s'est un peu calmé. Maintenant, on revient avec notamment les exemples de Tallinn, les exemples du Luxembourg qui sont souvent cités, mais effectivement qui sont extrêmement difficilement transposables tels quels. Mais on note une certaine agitation, sachant qu'on a des élections cantonales en 2021 et des élections municipales en 2020, un positionnement de certains partis politiques sur ce sujet. Mais les milieux politiques, en général, disons la majorité, sont convaincus que c'est vraiment l'offre qui fait la différence et pas le tarif. Et puis je terminerai peut-être là-dessus. On enquête régulièrement les personnes qui n'utilisent pas nos services de transport public pour leur demander quelles en sont les raisons. Et la raison principale, c'est que j'ai une voiture. Alors évidemment qu'on peut essayer de lutter contre, mais ça prend des années. La deuxième raison, c'est mon domicile n'est pas assez bien desservi. La troisième, c'est mon lieu de travail n'est pas assez bien desservi. La quatrième raison, c'est j'ai des horaires qui sont trop compliqués.
et le prix vient seulement en 5e position en représentant moins de 10% des réponses, sachant qu'elles sont toutes en spontané, donc on ne demande pas aux personnes de se positionner. Donc on voit bien effectivement, l'exemple aussi a été fait à Genève où dans une volonté de favoriser l'accès au transport public, le prix de l'abonnement annuel a été baissé massivement, passant d'environ un peu moins de 700 € à environ 450 € annuels. Et il ne s'est rien passé du tout, sauf que les transports publics ont perdu des millions en recettes, ce qui prouve bien que les transports publics, c'est un phénomène assez curieux. L'élasticité ne marche que dans un sens. Si on augmente les tarifs, alors là, les personnes le ressentent et on a une légère baisse de 5 à 10% la première année après la mise en service de ces nouveaux tarifs, et après ça repart. Par contre, si on baisse les tarifs, il ne se passe rien, parce que si on ne change pas l'offre, le coût n'est pas jugé suffisamment un marqueur et un critère important, et d'autant que, je terminerai là-dessus, le coût du transport public est en général comparé billet plein tarif versus, quand tout va bien, prix du litre d'essence, sans tenir compte du parking. Donc le transport public est déjà fondamentalement meilleur marché que la voiture, et donc les personnes ne font pas une analyse, je dirais, rationnelle du coût, mais se basent bien sur l'offre. Et puis dernier élément, au niveau suisse, alors ce n'est pas une gratuité, mais c'est quasiment une gratuité, les enfants, enfin les adolescents entre 6 et 16 ans, pour un montant de 25 € annuels, peuvent voyager avec leurs parents qui ont un titre de transport sur toute la Suisse, tout le système suisse, y compris urbain. Donc souvent on dit que les transports publics sont beaucoup trop chers pour une famille, on calcule le prix de 4 billets. De facto, ça existe aussi pour les grands-parents, on peut avoir ce qu'on appelle une carte junior, et pour 25 € par an, les enfants voyagent gratuitement avec les parents, ce qui là aussi permet de les inciter à découvrir le transport public. Merci, monsieur, de ces éléments qui se rapprochent fortement de ce qu'on peut vivre dans nos réseaux par rapport à l'offre. Alors, on va entendre Madame Cristina Pronello cette fois, que je ne me trompe pas. Madame, excusez-moi pour tout à l'heure. Donc, vous allez nous parler plus particulièrement de Turin, mais peut-être de l'Italie en général. Voilà. Merci, Madame la Présidente. En fait, j'ai préparé un petit PowerPoint, c'est le côté académique qui me pousse à faire ça, mais un peu l'habitude. En fait, je chercherai un peu de répondre à différentes questions que vous avez posées à travers des éléments que je vais toucher. Et j'ai dit avant que je partage tout. Qu'est-ce que vous avez dit, en fait des points de vue scientifiques, qu'est-ce qu'il a dit mon collègue de la Suisse, c'est totalement démontré, donc c'est vraiment vrai. Et avant de commencer, je peux dire que j'ai fait une étude sur Alessandria, c'est une petite ville qui sera entre 5 000 et 100 000 habitants, que la ville, pas l'agglo est plus, où j'avais fait une étude quelques années avant, et j'avais posé aussi une question sur la gratuité aux citoyens, et j'avais un échantillon représentatif, et en fait, aucune a dit qu'il aurait utilisé plus les transports en commun s'il était gratuit. Donc c'était vraiment... Mais tout le monde a dit que va l'utiliser si l'offre est à l'auteur. Donc ça veut dire que c'est vraiment la qualité, et sur l'élasticité, c'est vrai que normalement, j'ai fait beaucoup d'études sur cela, et on n'a aucune réaction au niveau de prix. Par contre, on a une réaction énorme au niveau des qualités. Donc quand la qualité va monter, les gens sont vraiment disponibles à utiliser. Donc sur va régler en Italie la subvention de transport en commun. Et dans les 97, c'était vraiment les moments où tout était bouleversé, parce que l'État, qui avait tout dans la main, a décidé de déléguer aux régions tous les pouvoirs en matière de transport. Donc, pas tous les pouvoirs, et décider dans les comptes nationaux des transports, prendre de l'argent et les donner à différentes régions. Selon certains critères de taille, bien sûr, mais bon, il était en répartition. Donc, les régions, finalement, reçoivent de l'État l'argent, et avec cet argent, ils vont décider, en fait, quoi faire.
Donc la région a tous les pouvoirs. Et la région fait, ça c'est lié parce qu'en fait ils doivent faire un plan de programmation des transports en commun sur tout le territoire régional. Et en plus, ils devraient, je dis devraient parce que je vais montrer après qu'est-ce qui s'est passé, définir aussi les services minimums. Ça veut dire, mais je vais expliquer après qu'est-ce qu'ils sont. Donc ces deux tâches sont hyper importantes. Ils vont former un rapport qui chaque 3 ans, c'est le rapport de services triennaux, donc sur les 3 ans. Cet rapport va sur les AOT, les autorités organisatrices des transports, dans la région Piémont en particulier. C'est l'unique cas en Italie, l'AOT est régional, tous les autres sont agglo, donc aire métropolitain. Notre rapporteur va vous poser les premières questions et je pense que les questions sont abondantes là. Oui, d'abord, merci pour vos différents exposés. C'est vrai que quand on a proposé cette mission sur la gratuité des transports, c'était à la fois lié à une attente qu'on pouvait percevoir. Ça a été dit aussi qu'on approche aussi d'élections importantes dans notre pays avec les municipales en 2020 et que c'est vrai que c'est un sujet qui revient en lien avec les élections. Et ce qu'on a aussi remarqué, c'est que cette question de la gratuité, souvent, elle était abordée justement dans le cadre d'une élection sur des zones très spécifiques, liées à une ville, liées à un secteur très spécifique, mais qu'on n'avait pas de réflexion globale à l'échelle d'un pays, ou même à l'échelle internationale. Et c'était un peu la raison de se pencher sur cette question de manière un petit peu plus globale. Parce que c'est vrai qu'en France, on a eu des rapports, on en a eu un sur l'Île-de-France, on en a eu un sur Paris aussi, qui a fait un rapport sur la question de la gratuité. Mais voilà, avec un regard lié à la spécificité de la ville, mais pas de manière générale. Donc voilà un petit peu sur les raisons. Et c'est vrai que ce rapport, à la fois, on réfléchit sur cette notion de gratuité des transports et qui pose la question en fait de la place des transports. Sur quel plan on met les transports et notamment la question de la mobilité et de l'accès à la mobilité. Du coup de l'accès à la mobilité pour tous, et est-ce qu'on le met de la même manière que, je dirais, l'espace public, ou voilà, et est-ce que c'est quelque chose qu'on place sur ce plan-là? Donc là, c'est un vrai choix, je dirais, un vrai choix politique. Donc il y a cette notion. Il y a la notion, bien sûr, sur laquelle on travaille aussi, qui est la gratuité partielle. Donc ça a été largement évoqué dans plusieurs de vos témoignages, sur la manière d'agir sur les tarifications. Que ça soit dans le temps, que ça soit en fonction des classes sociales, que ce soit en fonction des âges. On voit que chaque réseau a en fait un petit peu son fonctionnement. Moi d'ailleurs je voulais relever quand même une première incohérence, mais qu'on a eu un petit peu tout au long des témoignages, c'est que souvent certains nous disent que en fait la tarification n'a pas d'action. Puisque quand on augmente, on ne perd pas spécialement d'abonnés, et quand on baisse, on n'en gagne pas forcément. Ce qui n'est pas d'ailleurs tout à fait vrai avec les retours qu'on peut avoir sur certains réseaux. Mais en même temps, on agit sur cette tarification. C'est-à-dire qu'on l'a vu là à travers vos exemples, partout, on va essayer de réfléchir, et parce que ça reste quand même un outil intéressant pour à la fois changer des habitudes, favoriser des changements. Ça a été dit sur Lausanne, sur l'action sur les touristes. Donc là, ça a été un vrai choix de favoriser les touristes, l'abandon de la voiture, qui peut être aussi une attractivité supplémentaire pour une ville, qui peut être proposée. Donc on voit bien quand même que la tarification, elle a un vrai levier, et ça peut être un vrai outil, en tout cas, qu'on peut utiliser de manière différente. Et donc forcément également la gratuité totale. Et derrière tout ça, il y a forcément la question du financement. Et c'est ça aussi qui nous intéressait dans cette table ronde, c'est qu'on a en France un financement assez particulier. Ça a été rappelé par Madame la Présidente avec le versement transport qui est spécifique à la France. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on aborde cette question de la gratuité, on nous dit on enlève la part de l'usager. Si on la remplace par rien, c'est sûr que ça fait un manque pour l'offre, ça fait un manque pour l'investissement. Et donc, on se retrouve, avec un réseau, alors soit sur des cas très particuliers où il y a, beaucoup d'argent ou un versement transport très, très fort, on peut le faire.
Mais sinon, ben, ça bloque. Et donc, derrière ça, il y a la question de comment on fait, quel financement on peut réfléchir. Et en gros, est-ce que c'est justement tout l'usager qui paye ou est-ce que c'est l'ensemble de la collectivité comme sur d'autres services et comme ça a été expliqué par exemple sur Tallinn, où là après c'est un vrai choix politique. Voilà, juste pour un petit peu expliquer sur les teneurs de cette mission. Moi, j'avais plusieurs questions sur Tallinn. Donc, j'ai bien compris le fonctionnement. Je voulais savoir si, justement, sur le financement, il y avait en tout cas d'autres moyens ou d'autres moyens qui avaient été réfléchis sur d'autres types de financement, que ce soit sur le stationnement, par exemple, le stationnement des voitures, sur des taxes particulières, sur des vignettes, on parle de péage urbain, enfin en tout cas s'il y avait eu d'autres réflexions ou s'il y a d'autres choses qui sont mises en place pour ce financement, en plus de l'impôt, puisque là c'est entièrement payé par l'impôt. Et puis savoir si, parce que j'ai compris quelque chose d'intéressant, c'était que le fait de faire la gratuité, ça avait permis d'avoir une attractivité importante de la ville de Tallinn, que c'était intéressant du coup pour capter des impôts, quoi, puisque du coup des gens qui venaient s'installer contribuaient au financement des transports. Alors je trouve que ça a un autre aspect qui est sur l'étalement urbain, parce que du coup on revient concentré et donc en lien avec l'urbanisme, il y a quelque chose d'intéressant. Mais en même temps, vous avez aussi parlé de la gratuité sur des zones plus importantes à l'échelle du pays. Et donc je voulais savoir aussi si vous avez eu cette réflexion, justement cette question d'étalement urbain, parce que c'est quelque chose parfois qu'on nous dit si on fait des transports gratuits, je dirais trop faciles, on va aussi favoriser cette distance entre l'habitation et le travail, et donc sur l'étalement urbain. Donc c'est vrai que sur Tallinn, je trouve qu'il y avait deux aspects assez intéressants de ce côté-là. Savoir après de manière générale, mais peut-être sur Tallinn, parce que l'exemple existe déjà depuis un certain temps, s'il y avait des études, je dirais des études assez précises sur des retours, justement savoir sur à la fois la part modale, sur l'augmentation d'utilisation des transports, et s'il y avait des comptages qui avaient été réalisés, et si c'est des choses qui sont réalisées de manière assez régulière depuis que la gratuité est en place. Et puis une autre question aussi qui était sur alors ça s'adresse aussi plutôt à Tallinn puisque l'exemple est en cours, et puis que c'est à l'échelle d'un pays, sur le lien en fait rural et urbain, et en tout cas sur la disparité d'offres, parce qu'on a déjà une inégalité entre des territoires ruraux qui vont avoir peu de transport et puis des zones urbaines qui vont avoir un transport important et un réseau important. Et est-ce que la gratuité ne risque pas justement d'augmenter cette inégalité, puisque en plus de ça, on va avoir un transport gratuit dans certaines villes, et puis moins ou pas grand-chose dans des zones plus rurales. Donc savoir si ça avait été réfléchi et comment ça avait été géré à Tallinn. Et puis je crois qu'après sur les différentes questions, je laisserai ensuite la place à mes collègues. J'ai juste relevé que c'est vrai que pareil, on dit que la gratuité n'est pas demandée, n'est pas souhaitée, mais en fait, en Italie, elle est appliquée de manière automatique par les habitants qui ne souhaitent pas payer. Donc on voit quand même que le tarif a quand même une action sur le... Voilà. Merci. Mes étudiants françaises qui ne payent pas les billets. Oui. Et oui, madame, peut-être font-ils comme certaines grandes écoles dont je tairai le nom, ils font des tontines pour payer les amendes. Donc, des questions avaient été posées pour Tallinn, qui peut-être, monsieur, vous allez répondre. Thank you. I'm sure I didn't remember. Alors, je ne me souviens peut-être pas de toutes les questions. Je suis désolé si j'en rate une ou deux, mais je vais commencer à ce qui a été évoqué, parce qu'il a été évoqué également concernant l'impact des coûts. Je vous référerai à l'Eurobaromètre 2014, qui avait posé une question concernant justement des mesures pour améliorer la mobilité urbaine. Parmi les différentes options, on posait la question de savoir si
La tarification pouvait pourrait être un levier pour améliorer l'usage des transports publics en ville. Bon, ce n'était peut-être pas exactement la question, mais c'était ça le sens. À ma grande surprise, la moyenne européenne était un oui, vraiment franc et massif, c'est-à-dire que dans la plupart des pays étaient de l'avis que la tarification pouvait avoir un effet sur la fréquentation des transports en commun. L'Allemagne, la Suède, le Danemark, les pays les plus riches en l'occurrence, étaient clairement dans cette situation. Donc la tarification effectivement rentre en jeu. Ça a été également révélé par une étude annuelle, en l'occurrence, en tout cas régulière, une enquête de satisfaction du service public. En 2011 et 2012, l'étude a indiqué que la tarification était, pour Tallinn, c'était une étude de Tallinn, qui indiquait que le prix était vraiment très très important. C'était un peu au grand moment, dans les hauts, je dirais, de la crise économique. Et le prix est devenu vraiment un obstacle à la fréquentation. Alors, pour voir à quel point c'était une question sensible, plutôt que la qualité, en tout cas pas la qualité uniquement, du service, c'était, on l'a vu à Tallinn justement, que lorsqu'on a mis en place la gratuité des transports, sauf pour les trains, donc juste pour les bus, parce que bon, le conseil municipal n'a pas pu, en tout cas la ville n'a pas pu obtenir un accord avec le niveau national, avec le gouvernement national pour rendre les trains gratuits également. Et on attendait une livraison des trains suisses en l'occurrence, et donc le gouvernement estimait que ce n'était pas le bon moment pour avoir des trains gratuits qui étaient en plus d'une qualité incomparable par rapport à ce que nous avions, qui étaient des trains des années 50 ou 60. Donc c'était vraiment un investissement spectaculaire au niveau national pour améliorer la qualité. Et donc c'était à l'été 2013 que ces trains se sont... Mais rien n'est arrivé en matière de fréquentation, du coup. Donc on s'est dit, on va attendre la rentrée. Et en septembre, toujours rien du tout. Ensuite, le gouvernement national est devenu un petit peu nerveux, disons. Ils ont vraiment déployé toute la nouvelle flotte, rien n'a changé. Et puis, en octobre, un accord a été signé avec la municipalité. Et à partir d'octobre 2013, les trains ont été inclus dans ce dispositif de gratuité pour les résidents, pour les habitants vraiment de la ville de Tallinn. Donc pour les trains pendulaires. Donc c'était pas énorme par rapport au réseau municipal, mais quand même. Et la fréquentation a triplé au cours du premier mois. Et maintenant, on est à 7 fois plus de fréquentation par les Tallinniens, si vous voulez, dans les limites de la ville, pour le train. La qualité elle-même, clairement, alors que c'était des trains vraiment bien meilleurs, n'a rien changé. Après, je ne dis pas que la qualité, ce n'est pas du tout important. La qualité, bien sûr, c'est important. Mais le prix, dans certains contextes, peut l'être encore plus. Concernant la qualité, la gratuité des transports, enfin le gouvernement qui a mis en place la gratuité des transports, la municipalité, pardon, a été accusé au départ d'ultra-populisme. Voilà, c'était une mesure électoraliste qui servait juste à leur réputation et qui coûtait cher à la ville. Et le conseil municipal de l'époque, je crois, était très courageux. Moi, je travaillais dans le cabinet du maire, toujours à l'époque, et ils ont promis de maintenir la qualité du service. Et je me souviens que c'était vraiment une promesse ambitieuse et courageuse. Ils ont dit, oui, nous garantissons que nous n'allons pas baisser la qualité. Personne n'y croyait. Tout le monde se disait, non, non, mais ça va s'effondrer dans 2 jours, ou dans 1 semaine, ou dans 1 mois, ou dans 6 mois. Allez, dans 1 an. Et puis voilà, ça ne s'est pas effondré, bien au contraire, ça a très très bien fonctionné. Et par conséquent, et je ne dis pas
indépendamment d'eux, mais du fait de cette gratuité, nous avons pu investir énormément parce qu'il y a eu une attractivité qui a amélioré les revenus fiscaux. Et de fait, on a pu investir plus qu'avant. Avant, comme je le disais, c'était 53 millions d'euros qu'on investissait. Enfin, en tout cas, le budget, et maintenant on est à 70 millions. Voilà, en 7 ans, certes, hein, mais... Donc, par rapport aux autres postes de dépenses de la ville, c'est un budget qui a augmenté, c'est le budget qui a augmenté le plus. Hein. Donc, la gratuité des transports a permis une amélioration du service, clairement. Pour confirmer ce que vous évoquiez, c'est-à-dire que la qualité est importante, mais dans notre cas, nous, clairement, nous avons vu que c'est notre modèle fiscal, je dirais, qui, allié à la gratuité des transports, a permis d'investir, justement, plus. Vous aviez beaucoup d'autres questions, je crois. Non, j'en avais surtout une sur en termes d'aménagement du territoire et le fait justement d'avoir cette gratuité et d'étalement urbain. Voilà. J'ai récemment rencontré à l'UITP un représentant le président, je crois, de l'association des usagers français. Et il avait une liste de récriminations contre la gratuité des transports. Il y avait également des représentations des passagers. Je me souviens plus, je vais capter. Mais bon, c'est ce monsieur, donc, a évoqué également le fait que ça provoquerait un étalement urbain parce que, justement, les transports étant gratuits, il y aura une option, une alternative. Les gens pourront effectivement aller plus loin de la ville, s'installer finalement plus loin de la ville. Mais dans la même liste de récriminations, il y avait le fait que personne n'a besoin des transports publics. Bon, là, on est un peu dans le paradoxe ou la contradiction. Je veux dire, si les personnes n'en ont besoin, bon, bah, ils ne vont pas les utiliser. Du coup, s'ils n'ont pas besoin, ça ne va pas faire d'étalement urbain. Mais en l'occurrence, les gens changent de vie. Ils vont plus loin, effectivement, en dehors des villes. Bon, pour nous, hein, ça n'a pas eu d'influence. Les gens ne se sont pas déplacés au plus loin de la ville du fait des transports publics et de la gratuité. En l'occurrence, la gratuité à Tallinn se limite aux limites de la ville, justement, et pas aux zones urbaines ou périurbaines. Ce qui est un problème aussi parce que le système n'est pas assez bien intégré, en l'occurrence avec les réseaux périurbains. Si ça l'était, peut-être que j'aurais un commentaire pertinent à cet égard, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Cela étant dit, dans la plupart des provinces rurales qui sont éloignées de Tallinn, les transports sont gratuits pour tous, pour les Tallinners, pour les Tallinniens. Cette mesure a été présentée comme un gage d'amélioration de la mobilité professionnelle pour que les gens dans les zones rurales puissent se rendre dans les centres régionaux où il y a du travail, dans les bassins d'emploi. C'était la raison principale. Et après, c'est devenu la mobilité pour tous, hein. Également donc un fondement social un peu à cela, au-delà du côté professionnel. En l'occurrence, c'est ce que nous voulions à Tallinn, c'était l'objectif initial. Il y avait un objectif social, la mobilité pour tous. Deuxièmement, il y avait cette idée, ce postulat finalement que si on peut de cette manière stimuler la mobilité professionnelle, le marché du travail, mais également la consommation des biens et des produits locaux, pour promouvoir l'économie locale, hein, encourager les gens à utiliser les transports publics le soir et les week-ends, c'était un autre objectif. Et ce qui a impliqué une modification des horaires et des programmations, si vous voulez, de lignes le soir et le week-end.
we have zero tolerance for drunk driving Ça a également permis de lutter contre l'alcool au volant. Nous avons une politique tolérance zéro d'alcool au volant. Donc, et le troisième objectif à Tallinn, c'est un objectif environnemental, pas nécessairement au niveau de la pollution aérienne ou sonore, mais c'est plus l'utilisation de l'espace commun, de l'espace public. Le centre de la ville en particulier était vraiment congestionné. On voulait que pour les gens qui y habitent, ce soit plus agréable, tout simplement, pour qu'il y ait moins de voitures. Voilà, pas nécessairement encore un objectif environnemental. Et puis ensuite, ça a été utilisé comme un outil de communication aussi. On a accompagné cela d'une augmentation assez marquée du prix du parking. C'est 6 € l'heure pour toute la journée et toute la semaine. Donc c'était pas facile parce que pas très populaire, mais en matière de communication, notre campagne était simple. Ah, ça ne vous plaît pas? Mais écoutez, si ça ne vous plaît pas, on a des transports publics gratuits. Donc, vous n'avez pas besoin d'arriver avec votre car, avec votre voiture, en ville. Vous la laissez juste à la limite de la ville et vous prenez les transports en commun. Qui plus est, c'est devenu, je dirais, politiquement possible, viable, de faire des bus en site propre jusque dans le cœur de la ville. Ce qui a impliqué une redistribution assez rigoureuse, je dirais, de l'espace de la rue, de la voirie. Et sans ce mandat qui nous a été accordé, je dirais, grâce à un référendum, à 75% en notre faveur, sans ce référendum, effectivement, ça n'aurait pas été possible d'avoir cette priorité donnée au transport public et pas simplement à la gratuité. Et je pense que ça n'aurait pas pu être fait, ce réaménagement des voiries, si vous voulez. Ainsi, donc, le côté environnemental était plutôt, je dirais, un argument de communication, mais pas nécessairement une ambition dès le départ. Donc là, je n'aurais pas grand-chose à dire concernant l'étalement urbain en tant que tel, parce que les provinces ont eu le choix de rejoindre la gratuité des transports, et il y en a certaines qui, celles en l'occurrence tout autour de Tallinn, ont refusé la gratuité des transports. Ce qui... Donc il reste à voir si ça arrivera un jour, et dans ce cas-là, évidemment, Tallinn va rester sous une pression forte de rendre vraiment le transport en commun gratuit pour tout le monde. Tant que les comtés qui nous entourent, eux, continuent d'imposer une tarification. Mais aujourd'hui, il y a quand même des groupes qui essayent, par exemple, d'introduire une gratuité pour ceux jusqu'à l'âge de 19 ans ou après 62 ans. Et donc, il y a ces deux groupes de passagers se trouvent dans une situation de gratuité autour de Tallinn aujourd'hui. Mais le coût reste, bien entendu. Et mon espoir, c'est qu'effectivement, d'ici quelques années, les comtés entourant Tallinn vont aussi introduire la gratuité, ce qui ferait en sorte que, effectivement, ce sera une gratuité totale, comme on va le voir l'année prochaine au Luxembourg. Merci, monsieur. Avant de passer la parole à mes collègues, je voulais juste vous poser une petite question sur le réseau de Tallinn. De quoi se compose-t-il? De bus, de tramways? Vous avez parlé de bus en site propre, mais quel type de véhicule avez-vous? Quel niveau de flotte avez-vous? Combien de bus, par exemple? Alors, nous avons trois modes, plus le train. Le train qui n'entre pas dans le cadre du transport gratuit. Nous avons les bus, nous avons des tramways et nous avons des trolleys. Et ensemble, la flotte représente près de 600 véhicules qui opèrent tous les jours.
dont 80% sont des bus. Et 20%, les 20% se répartissent entre tramway et trolley. Alors, la part des trains reste marginale. Au total, ça ne représente guère que 2% des déplacements dans le district. Merci, c'était pour me rendre compte de la grandeur de votre flotte, parce que, par exemple, il n'y a pas de mode très lourd comme le métro. Vous n'avez pas de ligne de métro. Ok, merci. Chers collègues qui avaient été bien patients, vos questions. Michel Forestier, sénateur du Rhône. Oui, alors je vous remercie de nous avoir exposé toutes les spécificités et les organisations diverses et variées. Moi, la question que je voudrais poser à chacun d'entre vous, c'est de savoir si les systèmes qui ont été mis en place donnent satisfaction aux usagers ou s'il y a des fortes demandes de changement. If I can start. Si je puis me permettre de commencer. Comme je l'ai indiqué, nous avons une enquête annuelle de satisfaction des services publics et qui demande également des questions régulièrement comparables d'une année sur l'autre par rapport à la qualité du transport public. Et les indices sont augmentés depuis l'introduction de la gratuité il y a 7 ans. Les indices se sont améliorés sur tous les paramètres, ce qui veut dire propreté, ponctualité, politesse du conducteur, 5 ou 6 critères, oui. Oui, on a pu améliorer le taux de satisfaction des usagers, et cela de manière significative, je dois ajouter. Merci, Monsieur le Sénateur. Donc, chez nous, la mesure de la gratuité n'a pas encore démarré au Luxembourg, donc je ne pourrais pas réagir sur ce point. Mais en général, pour l'instant, la voiture, les véhicules individuels sont encore massivement utilisés au Luxembourg, à la fois par les résidents et par les transfrontaliers aussi, avec un taux d'occupation très peu élevé. Donc, ce qui signifie qu'il y a des efforts à faire pour rendre les transports publics plus attractifs. Je sais juste de notre brève expérience avec le tram qu'on a mis en place à Luxembourg qu'il est beaucoup plus utilisé que ce à quoi on s'était attendu. Je crois, je n'ai pas des chiffres précis, mais 3 fois plus d'utilisateurs que c'était à l'origine envisagé ou prévu. Donc, je pense qu'en rendant le transport public plus attractif, c'est aussi un des objectifs, bien sûr, de notre gouvernement, de notre ministre des Transports, c'est de faire en sorte que tous les utilisateurs de véhicules, une bonne partie qui désengorgent tous les jours les routes luxembourgeoises et surtout Luxembourg-Ville, et qui créent aussi pas mal de pollution, que ça se réduise en bonne partie et que les gens utilisent davantage différentes sortes de transports publics. Et je pense aussi, comme le collègue estonien disait, que la qualité et la ponctualité sont aussi des éléments importants dans ce calcul. Merci. Merci, Monsieur le Sénateur. Alors, sur Lausanne, je dirais que c'est quand même, pour donner des ordres de grandeur, on a à peu près 350 000 voyageurs quotidiens. Et puis, l'exemple que j'ai cité pour les jeunes, ça représente à peu près 2500 à 3000 jeunes. Donc, on est vraiment sur une niche. Ce qui donne satisfaction, c'est qu'ils n'ont pas la gratuité, c'est la ville qui leur paye leur abonnement. Donc ça signifie qu'ils savent également comment commander un abonnement. Il y a un système de bons, alors maintenant qui se fait sous forme électronique,
Donc ça veut dire que là aussi, quelque part, c'est un peu de la pédagogie pour que les jeunes sachent ce que c'est qu'avoir un abonnement. Et puis dans un premier temps, ils ont une aide à 100%, dans un deuxième à 50%, et après ils le feront eux-mêmes. Donc ça, c'est très apprécié. On n'a pas de remarques spécifiques à ce sujet. Sur les touristes, on arrive à un moment intéressant. On a, comme je l'ai mentionné, Montreux et Lausanne. Vevey, qui est une petite ville au milieu, qui veut aussi rentrer dans le système. Puis là, on entre en conflit avec les milieux touristiques qui ne souhaitent pas qu'on offre la libre circulation des transports pour des raisons touristiques. Pour se rendre de la gare à l'hôtel, pour visiter une ville, ok, mais pour aller dans la ville à 20 km, il y a des produits touristiques qui existent pour ça. Donc là, on va plutôt être dans la restriction pour éviter de dénaturer le produit. Donc là aussi, c'est plutôt un effet d'image qui est très bien vendu à Bâle. Si vous allez sur n'importe quel site d'hôtel, en gros, ça vous met transport public gratuit. À Montreux, il faut vraiment chercher à la 18e page du site Internet. Donc il y a aussi plusieurs façons de le vendre. Mais disons, pour les jeunes, ça fonctionne bien et ça a servi d'exemple justement à Fribourg qui va l'introduire très prochainement. Alors sur l'Italie, comme perception de la qualité, j'ai fait un exemple typique sur Turin. Il y a un métro ligne Système Val qui fonctionne très bien, d'autres qualités. Il y a un consentement payé très élevé. On peut demander plus d'argent, ils vont donner, et tout le monde l'utilise. Si on va se déplacer sur les transports surface, l'autre, non. En fait, il y a pas un consentement à payer parce que la perception de la qualité est très bas. Donc, en effet, l'effort que maintenant la ville est en train de faire et de chercher à relancer aussi le transport en commun surface. On a un projet en ligne 2 de métro, mais on n'a pas l'argent pour l'instant. Donc, ils ont pensé de faire un péage urbain. Et là, maintenant, c'est le cauchemar parce que tous les commerçants, ils se sont levés en disant non, on ne veut pas. Donc, il y a un débat très chaud en ce moment-là sur les péages urbains pour financer les transports en commun et améliorer la qualité des services des transports en commun. Mais je peux dire que j'ai fait un exemple sur Compiègne où je vis. Là est gratuit les transports en commun. J'ai fait des enquêtes et j'ai fait aussi des groupes de discussion, des laboratoires vivants avec les citoyens. Il était bien évoqué en fait les consentements à payer par plusieurs gens. Ils préféraient payer un billet mais avoir un service. Parce qu'en fait, et surtout, et ça c'est plus délicat, sur les grandes villes c'est plus facile parce qu'on a quand même des services. Sur les petites villes comme Compiègne, avec des campagnes autour, ça c'est challenging, mettre en piste un bon service transport en commun. Et si en plus c'est gratuit, la fréquence est super bas. Les gens, en fait, j'ai eu une perception très très mauvaise des gens. On avait un groupe, varié. Et il y a un préjugé très fort. Ils m'ont dit, mais c'est sale. Moi, j'ai essayé, pas sale. Les bus sont propres, donc c'est parfait. Mais quand même, il est perçu comme très, très mauvais. Parce que quand même, et moi j'ai vu, parce que j'ai fait des comptages à bord, mon métier est faire la recherche sur cela, et j'ai vu qu'en fait, les clients des transports en commun compiègnoises sont les personnes les plus pauvres et les étudiants. Tous les autres, ils ne prennent pas en compte dans la tête d'imaginer de prendre le transport en commun. Donc, ça pour moi fait réfléchir et lié à ce que vous avez demandé sur, en fait, si les systèmes sont bien perçus et s'il y a une demande de changement. Oui, à mon avis, c'est impressionnant si on va vraiment investiguer qu'il y a une demande de changement vers les paiements, surtout dans les lieux où les transports en commun est rare, on peut dire rare. La campagne, les zones rurales, les zones suburbaines sont les vrais problèmes, à mon avis, de la France. J'ai vécu beaucoup à Lyon, à Paris. Compiègne, maintenant, pour moi, c'est un petit village. Comparé à Turin, c'est un village. Mais moi, je n'ai pas la voiture, j'ai le vélo. Et en fait, je suis contrainte à rester à Compiègne. Ou je viens à Paris, ou je fais Chantilly ou quelques... Sinon, les week-ends, on reste là, on ne fait rien. Et donc, je vois que dans mon enquête, on voit que quasiment 80% des gens utilisent la voiture et ils ne posent pas. Et les bus, ils servent très bien la zone industrielle, les pôles technologiques, ils servent très bien parce qu'ils arrivent là-bas. Mais évidemment, la fréquence 30 minutes est pour eux dégueulasse. Et donc, ils ne prennent pas. Donc il faut réfléchir, à mon avis, sur cela. Bien.
Oui. Monsieur Olivier Jacquin. Merci. Merci d'avoir organisé cette table ronde très ouverte, très intéressante, avec ces éclairages sur l'étranger. Je voudrais poser une question à Madame la conseillère de l'ambassade du Luxembourg. Je suis frontalier. Pour ma part, je suis sénateur de Meurthe-et-Moselle. Et on trouve extrêmement intéressant votre initiative au-delà de la frontière. Cependant, le Luxembourg a une spécificité importante. C'est des flux quotidiens extrêmement importants de notre côté, notamment de la Belgique, de l'Allemagne. Alors, comment préciser, et c'est une caractéristique de votre pays, d'avoir plus de travailleurs qui viennent de l'extérieur que du Luxembourg lui-même. Alors, comment vous envisagez les régulations avec les pays voisins? Je sais que 2 gares en France seront concernées par la gratuité. Lorsqu'on se rendra à ces gares, on pourra aller gratuitement au Luxembourg, me semble-t-il. Mais comment comptez-vous préciser le dispositif vis-à-vis de l'étranger, travailleurs, touristes et comment, quelle nature de discussion allez-vous engager? Parce que la relation diplomatique se fait d'État à État. Là, on a la région chez nous qui est compétente pour les transports des agglomérations. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Sénateur. Oui, je l'ai peut-être indiqué tout à l'heure, c'est le chemin de fer luxembourgeois qui est donc en charge de la gestion du chemin de fer luxembourgeois qui négociera avec SNCF et Deutsche Bahn ou SNCB concernant les abonnements qu'ont les transfrontaliers pour venir à Luxembourg. Donc le trajet qu'ils font en France, bien sûr, il restera payant. Là, on n'a pas d'influence et on ne va pas rembourser le trajet qu'ils font en France pour venir. Mais le trajet au Luxembourg, bien sûr, il sera comptabilisé comme gratuit dans l'abonnement que les transfrontaliers doivent acheter pour venir travailler au Luxembourg. Donc ça vaut pour le trafic transfrontalier, mais quand il s'agit de tickets internationaux, maintenant, si je vais de Paris à Luxembourg, ça c'est des tickets internationaux qui ne tombent pas sous cette gratuité. Donc ça restera payant également le trajet par ligne internationale d'une capitale d'un autre pays voisin, par exemple à Luxembourg. Ça restera payant aussi le trajet sur le territoire luxembourgeois. Mais donc les trajets courts que font les transfrontaliers des pays voisins, le trajet que les transfrontaliers font à Luxembourg sont coûts et négociés donc avec les sociétés de chemin de fer des pays voisins. Aussi, idem pour le bus. Il y a des bus transfrontaliers chez nous aussi qui ramènent tous les jours un bon nombre de transfrontaliers. Donc ce sera la même chose. Il y a une négociation avec le côté français des organisations qui gèrent le transport de sorte à adapter le prix à la gratuité du transport public au Luxembourg. Vous avez la volonté d'inciter fortement au transport en commun. D'ailleurs, les routes sont tellement saturées que c'est assez logique. Et à tel point que nous avons du mal en France à financer le projet d'élargissement de l'autoroute qui permet d'amener les frontaliers. Vous avez voulu une participation tout à fait modeste sur ce cofinancement autoroutier, juste sur la partie études. Par contre, vous cofinancez quelques millions d'euros l'évolution du transport ferroviaire. Alors sur la gratuité, vous avez répondu en souriant à peine qu'elle était réservée effectivement aux luxembourgeois. Mais s'il y a volonté... Oui, non, mais dans le trajet des navetteurs
sur la partie française, vous ne prendrez pas en charge le transport d'un navetteur qui va, par exemple, de Metz à Luxembourg. La partie Metz à la frontière ne sera pas prise en charge, logiquement. Pourquoi pas, après tout, puisque les routes sont saturées et que vous manifestez la volonté de favoriser véritablement le transport en commun. Parce que, si. C'est la gratuité des transports publics luxembourgeois. Et les transports publics de Metz à la frontière du Luxembourg ne sont pas des transports publics luxembourgeois. Quelques millions, lors de la visite d'État en 2018, un accord a été signé sur un montant de 120 millions d'euros, dont 110 millions d'euros pour le système ferroviaire sur le côté français, une contribution additionnelle aux frais que l'État français va payer pour améliorer son système ferroviaire du côté, de l'autre côté, donc de votre côté, pour les transfrontaliers qui viennent au Luxembourg. Donc c'était un montant quand même assez conséquent et malheureusement, l'accord n'a pas encore été ratifié côté français, mais je crois que ça ne devrait pas tarder et les travaux, nous espérons, pourront commencer assez rapidement, justement pour que plus de personnes puissent se déplacer par transport public et ne plus avoir recours aux véhicules, aux voitures privées. Donc c'est justement aussi une des raisons pour lesquelles on préfère financer le ferroviaire que des autoroutes qui ne vont pas aider à résoudre le problème. Je tiens à préciser que c'est 120 millions sur 10 ans. On poursuivra la discussion. Si. S'il y a une date fixée dedans, mais c'est un premier projet d'infrastructure financé et ça va continuer. Merci Madame de votre réponse. Votre collègue, oui, vas-y. Oui, merci. Merci à tous les quatre pour la présentation de la situation respective dans vos pays. C'était très intéressant, surtout très contrasté. On voit que pour le même projet, on n'a pas le même cheminement, forcément, si je puis dire. Donc la gratuité, on a bien vu qu'elle se décline différemment, selon qu'on est à Tallinn, selon l'histoire des pays aussi. Je crois que nous nous ressemblons beaucoup, n'est-ce pas, madame? Nous sommes des pays latins. Moi, j'ai une question assez simple à vous poser. J'en ai plutôt deux. La première, c'est que la gratuité des transports, normalement, se décline différemment et entraîne sans doute des reports modaux de circulation. Nous, on vient de voter une loi sur les mobilités. On est confronté aujourd'hui à une espèce d'anarchie des déplacements. Vous avez vu sur Paris, par exemple, des trottinettes, des moyens de déplacement sur les trottoirs un peu partout. Donc, est-ce que l'introduction de la gratuité, a amené une modification des habitudes de transport? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que un certain nombre de villes veulent s'engager dans la gratuité des transports. Quels écueils leur conseilleriez-vous d'éviter s'ils voulaient s'aventurer sur ce terrain-là? La dernière partie, c'est quels sont les écueils de la gratuité? Qu'est-ce que vous leur conseilleriez de regarder avec prudence avant de s'engager dans cette voie-là de la gratuité des transports? Merci, monsieur le sénateur. Alors, sur la première partie, la modification des habitudes de transport, sur Lausanne, l'exemple des jeunes, il faut quand même plutôt le considérer comme une mesure sociale à l'intention des familles pour décharger le budget familial. Effectivement, si vous avez 4 ou 5 abonnements annuels, surtout à payer d'un coup à la rentrée scolaire, ça peut représenter des montants extrêmement importants.
Mais je dirais naturellement, là aussi, depuis qu'on a un métro automatique, un peu comme à Turin, sauf qu'on a des rames Alstom type ligne 14, on a une utilisation de la part des jeunes qui est beaucoup plus importante qu'auparavant, et effectivement, entre guillemets, une indépendance des jeunes par rapport aux mamans ou aux papas taxi, mais on n'a pas constaté non plus une explosion liée à ceci. Donc il faut plutôt le prendre comme une mesure sociale. Et puis sur les touristes, on est presque dans la marge d'erreur au niveau des comptages, ça représente peu de monde, c'est plutôt une question d'affichage que ces destinations se veulent des destinations entre guillemets éco-responsables. Idem, quand vous arrivez à l'aéroport de Genève, vous avez à l'endroit où vous récupérez vos bagages, un distributeur qui vous crache automatiquement un billet gratuit de transport public pour vous rendre au centre-ville. C'est plutôt une mesure de bienvenue à Genève par rapport au taxi ou par rapport à d'autres moyens de déplacement qu'une véritable politique de report modal. Et par rapport à la deuxième partie de la question, je crois que l'enjeu, c'est pour qui et pourquoi la gratuité. Si les enjeux sont d'ordre générationnel ou d'ordre social, comme ça a été rappelé au Luxembourg, la politique, elle est essentiellement basée sur de l'offre, et puis selon la jolie formule du ministre, la gratuité, c'est la cerise sur le gâteau de la multimodalité. Donc si l'enjeu, c'est plutôt d'avoir une approche sociale, à ce moment, à mon avis, autant cibler les populations concernées plutôt que pratiquer la politique de l'arrosoir et finalement offrir la gratuité à des personnes qui ont tout à fait les moyens de payer les transports publics. Si l'objectif est un objectif environnemental qui est souvent mis en avant, et malheureusement pour l'instant effectivement les études sérieuses, crédibles et sur la durée font défaut pour montrer combien de personnes ont renoncé à l'usage de la voiture pour utiliser les transports publics. Donc je dirais que si l'enjeu c'est l'environnement, avoir une vraie politique de report modal, la gratuité est clairement insuffisante à elle seule. Il s'agit d'avoir une offre et puis il s'agit aussi de réfléchir à l'organisation du territoire concerné. Si vous avez un centre-ville qui dépérit avec des commerces qui ferment et puis vous vous dites on va rendre les transports publics gratuits pour favoriser le centre-ville, mais que le même maire a inauguré 2 ans auparavant une gigantesque zone commerciale à l'extérieur, en termes d'aménagement du territoire, les transports publics n'y seront pour rien et ce sera impossible, même gratuit, de revenir en arrière. Donc la question du lien entre l'aménagement du territoire et le transport public est essentielle et il faut qu'il y ait des conditions favorables et potentiellement sur des petites agglomérations, la gratuité peut éventuellement être une aide à la bascule, mais en tant que telle, je ne pense pas qu'elle ait des effets, en tout cas qui soient mesurables dans aucune des agglomérations qui l'ont expérimenté jusqu'alors. Ce qui ne veut pas dire que, entre guillemets, ça ne sert à rien, mais de nouveau, c'est dans quel but ? Et si le but est de décharger le budget de certaines catégories, autant cibler ces catégories comme le font d'autres agglomérations, Grenoble, etc., avec des tarifs extrêmement réduits selon les catégories sociales. Merci. Voilà pour cette table ronde qui s'est tenue la semaine dernière au Sénat dans le cadre des travaux de la mission d'information sur la gratuité des transports collectifs. Vous avez pu le voir, les sénateurs se sont attachés la semaine dernière à voir comment cela se passe dans d'autres villes en Europe et s'attacher à une véritable comparaison internationale. Notez que pour les sénateurs, il y a autant d'expérience de la gratuité que de territoire et que notamment la présidente de la mission d'information, la sénatrice UC, Michèle Vuillien, apparaît assez dubitative. Pour elle, il y a tellement d'expériences différentes qu'il est impossible de dégager un véritable modèle à appliquer dans les différentes villes qui veulent tenter l'expérience en France. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsena.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires. Public Sénat, au cœur des territoires.
j'ai décidé d'abaisser de 6 à 3 ans en France l'obligation d'instruction. L'instruction obligatoire à 3 ans, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça s'inscrit dans une lignée historique, c'est une énorme avancée sociale. C'est quelque chose qui, en tout cas, qui ne coûtera pas trop cher à l'État, mais qui coûtera peut-être certainement plus cher aux collectivités locales. Le financement public doit aller à l'école publique. On est obligé de s'aligner sur le privé qui fait des portes ouvertes. Voilà, dans les écoles publiques, on fait aussi des portes ouvertes parce que sinon, les parents ne peuvent pas choisir l'école. Et donc voilà, on est dans une consommation de l'école. Sénat en action. L'école à 3 ans, une question d'argent, ce soir à 23h sur Public Sénat.